Bonjour à tous, et bien en direct de Secours pour les Browning Days 2022. On arrive comme prévu à la fin de cette première manche. Donc on prend l'antenne à une demi-heure exactement de la fin de cette première manche, toujours sur le plan d'eau de Secours 1 où les scores sont sans doute les plus élevés. À la fin de cette manche, on va suivre la pesée de ce secteur, de tout ce secteur, c'est-à-dire les deux sous-groupes A et B, dans lesquels se trouve, vous pouvez voir derrière moi, ici, la casquette blanche, c'est pas celle de Bob Nunn, mais c'est celle de Nicolas Quénon, qui a donc continué à pêcher à la patte. Alors on va se retourner et puis on va suivre tout ça. Et voilà. Alors, donc, on est bien derrière Nicolas Quénon qui, comme on le voit, est toujours sur une pêche à la patte. Alors il a alterné, il avait deux coups, un, vous voyez ici, sur le côté, et puis un plutôt en face sur la gauche. Il a touché, sans trop de surprise, des très gros poissons. Malheureusement, il en a perdu quelques-uns. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il a perdu en particulier deux grosses carpes à ras de l'épuisette. Donc c'est des poissons qui peuvent jouer beaucoup à la pesée finale, parce qu'encore une fois ici là à la patte c'est que des poissons qui font 7-8 kg de moyenne, on va dire. Il y a même des spécimens qui doivent friser les 10 kg. Bonjour Bernard. Hop, on va se pousser un petit peu. Donc il nous reste une demi-heure de pêche. On va continuer à voir un petit peu l'ami Nicolas, et puis on va aussi continuer dans ce secteur parce qu'il y a un Allemand qui s'appelle Fabian Grapp, dont je vous ai déjà parlé au numéro 12, donc vraiment pile en face de la buvette, qui semble-t-il a bien pris. On en avait parlé, il prenait beaucoup aux méthodes feeder. Après je l'ai vu pêcher un petit peu à la canne. Il a l'air à nouveau de reprendre au moulinet, il a varié un peu les techniques, contrairement à Nicolas qui a toujours eu des touches à la patte. Alors une fois, je vous dis, sur la droite, et une fois à l'inverse, plutôt sur le côté gauche, un petit peu en biais, à des distances raisonnables, on va dire, autour de 9 mètres, 10 mètres maximum. Et donc exclusivement à la patte. En fait, c'est le seul pêcheur du secteur qui n'a pas eu vraiment besoin de sortir la canne moulinet, parce qu'il a toujours eu des touches régulièrement avec sa fameuse patte qu'il nous a montré tout à l'heure et dont il va nous parler dans le prochain numéro d'Info Pêche, avec la recette, la manière de la préparer, la manière de lécher, etc. Enfin, il nous en a déjà touché deux mots tout à l'heure. Donc on viendra le voir, ce sera en fait le dernier de ce secteur qui sera pesé, donc on verra. On aura du suspense un petit peu, du suspense jusqu'à la fin. Donc on va remonter tranquillement pour suivre cette dernière demi-heure de pêche sur ce secteur avec Virgile ici, qui nous avait fait une jolie pêche au plomb au début de manche. Alors est-ce qu'il est toujours au plomb? Je ne sais pas. Là il est en train de bricoler en tout cas. Ouais, visiblement c'est toujours une pêche au plomb. Ici, il y a eu peu de pêche au pellet waggler de ce côté. J'en ai vu un peu plus sur l'autre berge, mais dans tous les cas, ça n'a pas été aussi extraordinaire que ce qu'on pouvait penser. Alors, j'ai ici Michael Gvint, qui a un poisson. Vous voyez, il a le polo Browning Germany. Il a quand même pas mal de bourriches. Alors c'est une indication, puisque je rappelle que sur cette compétition vous avez un tilt à 30 kg, vous n'avez pas le droit de dépasser les 30 kg dans la bourriche. Donc pour avoir une estimation des scores des uns et des autres, il suffit de compter un petit peu de bourriche. Alors forcément ils n'ont pas pile 30 kg par bourriche, ils s'arrêtent avant pour pas prendre de risques. Mais je veux dire, ici il y a quand même 4 bourriches en face de lui, donc il doit y avoir un assez joli score. Ah bah voilà, il est gentil, il se tourne vers nous pour vous montrer un peu le travail du poisson. Vous voyez, là il est au pellet waggler, je pense. Je vais jeter un œil sur le sion, si c'est un sion feeder. Ouais, non, il est au pellet waggler. En tout cas, il n'est pas avec une canne feeder. Une estimation de prise entre les deux étangs. Une chose est nette, c'est qu'il y a plus de poissons sur ce secteur 1. C'est bien la raison pour laquelle je suis resté finalement toute la journée ici. Je préférais pas aller me disperser et essayer de tout vous montrer et en fait avoir aucune conclusion vraiment pertinente au niveau
techniques de pêche, des appâts, de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. C'est toujours un petit peu le problème quand on suit une compétition. C'est vrai pour ce genre d'épreuve, ça l'est encore plus sur un championnat du monde où on a tendance à vouloir tout montrer et en fait on ne voit rien du tout parce qu'on court d'un pêcheur à l'autre et on n'a pas le temps d'essayer de bien comprendre quelles sont leurs stratégies, pourquoi ils sont passés de telle technique à telle technique et pourquoi l'un ou l'autre finalement l'a emporté. Donc en me concentrant sur cet étang numéro 1 d'abord, j'ai assuré un peu plus de spectacle parce que évidemment il y a quand même des beaux poissons, il y en a en masse, beaucoup plus que sur l'étang numéro 2. Et en plus ça nous permet d'avoir un peu plus de conclusions sur les techniques de pêche qui ont été pratiquées, quel type d'èches ont été utilisées et ce qui a été évidemment le plus efficace. Même s'il y a une seconde manche, tout le monde... alors, Michel Nico, cette compétition est réservée aux membres de Team Browning. Non, non, pas du tout. Il y a des pêcheurs. La preuve, c'est Nicolas Quenon qui est Garbolino. Il y a un pêcheur allemand dont je vous ai parlé qu'il faudra suivre dans ce secteur à la pesée au numéro 12, Fabien Grappe, qui pêche en colmique. Donc j'ai vu quand même plusieurs. J'ai vu Alban Bonato qui évidemment pêche en rive. Donc non, c'est pas spécialement réservé aux pêcheurs Browning. Il est évident que comme c'est Browning qui organise et qu'il y a une limitation du nombre de participants, hein, ne serait-ce que parce que on ne peut pas surcharger les étangs indéfiniment. Bon, forcément, ceux qui ont déjà participé ou ceux qui sont sponsorisés Browning sont sûrement un peu avantagés, mais on va dire que ce n'est pas réservé aux pêcheurs Browning. La preuve, c'est qu'il y en a d'autres qui représentent d'autres marques. C'est quand même encore un beau poisson, avec les combats durs quand même. Hein. Et pourtant, je peux vous dire que d'ici la distance où je suis, je peux vous dire qu'il tire vraiment sur le poisson. Il ne fait pas le cinéma. Hein. Notre ami Michael Schwint, si je le dis bien. C'est une belle commune. J'ai pas l'impression, je pense que j'ai dit une bêtise. Il n'a pas une canne feeder, mais j'ai pas vu de flotteur. On va regarder quand même un peu plus près justement ce que je disais tout à l'heure, d'essayer de comprendre ce que font les uns et les autres. Parce que c'est quand même ça que j'essaye de vous faire partager. Ah, c'est un slow feeder. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin effectivement d'un sion indicateur de touche. On peut très bien pêcher au slow feeder sinking avec une canne type pellet waggler. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'il va y avoir de gros scores malgré les températures? Honnêtement, les températures aujourd'hui ne sont pas exagérées. Il fait chaud, hein, mais on est en été. Il fait 27, 28, 29 degrés. Il y a du vent. Vous voyez que la surface de l'eau est quand même ridée. Il a fait du vent toute la journée. Donc moi, je ne pense pas que la météo ait nuit en quoi que ce soit au niveau des scores. De toute façon, on aura des scores à plus de 100 kg. Ça, c'est une certitude dans ce secteur. Donc on va attendre un petit peu. Pour Nicolas, a priori, tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait environ 8 ou 9 poissons. Donc il n'est pas sur les 100 kg encore. Mais ça peut aller très vite parce que c'est des poissons qui font quand même 7-8 kg de moyenne. Fred en est où? Fred, il continue à prendre. Hein. Lui, il s'est vraiment concentré sur la pêche à la canne. Dans son secteur, il était plutôt pas mal. Bob Nudd était vraiment à la peine à son aile là, très très profonde. Là, je pense quand même que ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu tout ou rien d'avoir une place comme ça. Soit vous avez tous les poissons qui s'y rassemblent, un peu comme ce qui s'est passé avec Nicolas. Soit malheureusement il refuse d'aller dans les zones super profondes et là vous avez vraiment du mal à les amener. Alors voilà, vous voyez que ça c'est un sacré poisson quand même. Une belle commune. Vous voyez la courbure de la canne. La courbure de la canne c'est quelque chose quand même là. Hein, parce que c'est une canne pellet waggler qui est relative. Elle est parabolique hein, mais elle est quand même relativement puissante. Et vous voyez un peu comment c'est... Voilà, on voit là, c'est une magnifique commune. Bravo. Félicitations. Là, je ne sais pas combien il y a. Beau poisson, hein, vraiment très belle commune. Bravo à lui. Est-ce que ce sera suffisant pour faire la différence? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment franchement difficile de connaître les scores des uns et des autres, d'abord parce qu'il y a le nombre, mais il y a aussi la taille. La canne bien pliée, Gabi, oui, ça, elle était sacrément bien pliée. Hein. Donc, ici, on a Kristen Baumgartner,
un pêcheur également allemand, mais je voudrais vous montrer maintenant Fabien Grapp, donc le pêcheur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pour moi a réalisé pour l'instant sûrement l'un des meilleurs scores sur cette berge. Hein, je pense qu'il quand même il a, je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'il est devant Nicolas. Hein. Alors on va regarder un peu les bourriches. Alors vous voyez qu'il y en a déjà une là, 2, 3, 4, il y en a une autre sur le côté, 5. On est à 6 bourriches. Hein. Il y a 6 bourriches en face de lui. Alors il y en a qui sont sur les côtés, ça veut dire que celles-là elles sont déjà remplies, donc il les a mis de côté. Et puis il y en a 4 devant lui dans lesquels il met des poissons. S'il a 6 bourriches, elles ne sont pas toutes remplies, mais je pense qu'on est au-dessus des 100 kg pour Fabien Grapp. Donc là, il est toujours avec une canne Keever. Hein. Il a beaucoup pêché aux méthodes, mais tout à l'heure, je l'ai vu faire des essais à la grande canne. Pas forcément très longtemps. Ah, là, donc il l'agrène, donc il est plus aux méthodes. Il a fait toute la matinée, il a fait une pêche aux méthodes feeder avec des pelettes dans le méthode, hein, pas de l'amorce, uniquement des pelets de 2 mm, 3 mm maximum, et ensuite un dumble orange ou couleur pelette claire, on va dire, hein, beige clair. Je vais essayer de m'approcher un petit peu sans le déranger, je vais vous les montrer, les dumbles. Voilà, ici, vous voyez les dumbles orange, et puis vous avez des dumbles de couleur naturelle. Puis alors derrière, il y a de la réserve. Là-bas, si vous voyez bien, il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des roses. La couleur, c'est largement aussi important que le diamètre pour la pêche de la carpe. C'est souvent ce qui permet de déclencher une touche quand elle commence à être habituée, à être piquée les unes après les autres, à venir sur un coup amorcer avec des pelettes. Souvent, une couleur un peu vive peut déclencher une touche. Alors, il faut trouver la bonne couleur parce qu'à l'inverse, sur des poissons très éduqués, ils peuvent aussi se méfier particulièrement d'une neige qui est un peu trop de couleur vive. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Anglais, par exemple, pêchent souvent avec des asticots morts à l'hameçon. Alors il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a d'abord le fait que les asticots morts ne viennent pas se mettre sur la pointe de l'hameçon, puisqu'ils ne se bougent pas par définition, alors qu'un asticot vivant, ça vous est arrivé forcément à vous aussi, qu'en bougeant, il soit mis sur la pointe, et puis vous ramenez un poisson, puis vous le décrochez pour vous rendre compte que c'est à cause de l'asticot. Mais aussi, ils utilisent des asticots morts parce que, en fait, les asticots que vous allez jeter pour amorcer, au bout d'un moment, ils sont noyés, donc ils finissent morts sur le fond. Et donc, des carpes éduquées, ou en particulier des carassins ou des F1 qui sont encore plus tatillons, on va dire, finissent par se dire, tiens, c'est bizarre, cet asticot qui bouge au milieu de tous les autres, ils sont immobiles. Donc, ils prennent pas un asticot qui bouge, et ils préfèrent un asticot qui bouge pas, donc un asticot mort. Voilà. Des fois, ça peut être très très subtil. Les poissons, ça a un comportement. Hein, on dit que les poissons rouges n'ont pas de mémoire, qu'ils se souviennent de rien, mais en fait, quand ils ont été piqués quelques fois, croyez-moi qu'ils s'en souviennent et qu'ils deviennent plus méfiants. Donc là, j'ai pas vu encore à quoi il pêche. Donc vu qu'il laisse la ligne relativement longtemps en place et qu'il a agrainé des pelets, la logique voudrait qu'il pêche au plomb. Parce que s'il pêchait au slow feeder sinking, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, il ne laisserait pas sa ligne sur le fond comme ça aussi longtemps. S'il pêchait aux méthodes, il ne s'amuserait pas à grainer des pelets par-dessus, parce que je ne vois pas trop l'intérêt, étant donné que le méthode, c'est pour fixer le poisson sur une zone réduite. Si vous agreinez des pelets, vous allez les disperser, donc ce n'est pas vraiment d'intérêt. Donc je pense qu'il est au plomb, avec un agrénage aux pelettes. On va attendre de voir un petit peu s'il y a une touche. Non, il n'y a pas de touche. Donc maintenant il va ramener. On va pouvoir voir si je ne me suis pas trompé. Eh bien je me suis trompé, c'est un méthode. Donc en fait il agrène. Vous voyez comme quoi il y a toujours des surprises à la pêche. C'est assez original d'agréner des pelets et de pêcher aux méthodes par-dessus. Puisqu'encore une fois le méthode c'est pour concentrer les poissons sur une zone précise. Et l'agrénage au contraire c'est pour amener des poissons sur une zone un peu plus vaste. Alors pourquoi pas, je pense qu'il se dit
La pêche devient un peu plus difficile, donc j'agrène des pelets pour attirer des poissons dans la zone et ils finiront bien par tomber sur mon petit tas d'amorces de mon méthode. Ou alors, il fait juste un essai aux méthodes, mais il compte ensuite essayer soit au pellet waggler, soit au slow feeder sinking pour exploiter la place. Il y a ça aussi, des fois il faut préparer son coup tout en pêchant d'une façon, préparer son coup d'une autre façon, hein. Ça se fait assez souvent par exemple à la canne au cou, hein. Vous pêchez au pellet waggler, mais en même temps vous déposez à la coupelle en bordure un peu de maïs, un peu de ci, un peu de ça. Donc c'est toute la difficulté de la pêche de la carpe, hein. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais pêché en carpodrome qui pensent que c'est de la pêche de bassine où les carpes se prennent les unes après les autres. Alors c'est vrai que les scores sont impressionnants, on pourrait penser ça, on pourrait se dire ils font plus de 100 kg, c'est vraiment c'est facile. Mais en fait, dites-vous bien que si eux ils font 100 kg, vous si vous aviez pêché pas très bien, on va dire, vous auriez peut-être que 20 ou 30 kg. Alors vous auriez du poisson, mais la différence quand même de score serait énorme. Donc ce sont des pêches qui sont... Alors effectivement, on n'utilise pas des flotteurs antenne métal avec des hameçons de 22, on utilise du matériel adapté à la taille des poissons. Mais ça n'empêche que vous êtes face à un choix tactique, un choix de distance de pêche, un choix de type d'èche, un choix de montage entre le moulinet, la canne, etc. qui est très très important. Donc la difficulté c'est de choisir la bonne technique au bon moment, parce que encore une fois, je l'ai déjà dit ce matin, vous pouvez difficilement pêcher pendant toute la Manche de la même façon. C'est exactement ce qui se passe ici avec Fabien Grapp. Il a beaucoup pris aux méthodes, ensuite il a essayé à la canne au cou, je l'ai vu pêcher au pellet waggler, maintenant il est revenu aux méthodes. Donc voilà, il faut constamment, on ne peut pas rester comme ça les pieds dans le même sabot pendant des heures à attendre qu'il y ait une carpe qui veuille bien mordre. Si vous n'avez pas de touche, il faut préparer un autre coup, il faut essayer autre chose. Et ensuite, éventuellement, revenir à la technique initiale, etc. Donc c'est toute une gymnastique qui demande beaucoup de concentration et de technique. Alors, on a Lionel Schaeffer qui est ici. On l'a vu tout à l'heure, ce matin, prendre vraiment une grosse carpe commune. On va suivre ça. Donc, je vous dis, de toute façon, on va suivre la pesée de tout ce secteur tout à l'heure. Alors j'ai demandé aux organisateurs, ils m'ont dit qu'il fallait à peu près 1 heure pour faire la pesée d'une berge, hein, puisqu'il va y avoir cette berge qui va être pesée, et séparément la berge de Bobnut sera pesée de l'autre côté, donc on ne pourra pas suivre les deux en même temps. On va se fixer sur celle-ci parce que je pense que c'est ici que les scores seront les plus impressionnants. Évidemment, dès qu'on aura eu les résultats, on fera part de ça sur la page par une petite photo ou un petit résumé, ou au moins vous donner les premiers de chaque secteur. Donc je rappelle qu'en fait il y a 4 secteurs par étang, donc il y aura 8 vainqueurs de secteur à l'issue de cette première manche, et je pense que le vainqueur sera quand même quelqu'un qui réussira à faire 2 points. Ça devrait être assez logique avec des secteurs de 7, même si le fameux secours 2, l'autre plan d'eau, est plus irrégulier, plus imprévisible, donc tout peut encore arriver. Puis en plus, on ne sait pas qui va être avec qui demain. Il se peut que plusieurs pêcheurs à un point se retrouvent dans le même secteur, comme ce qui s'était passé lorsque nous avions suivi la Shimano Aero Cup, où les 3 premiers de secteur s'étaient retrouvés le lendemain, tous les 3 dans la même place, dans le même secteur. Ah, il y a quelques accros, vous voyez que c'est une pêche, quand même c'est un plan d'eau où il y a des fonds qui ne sont pas forcément comme dans certains carpodromes, absolument lisses, c'est pas une piscine. Il y a des fonds irréguliers, donc c'est comme partout, il faut sonder, trouver les bonnes distances, éviter les accros, et trouver surtout les zones où les carpes se tiennent plus favorablement. La carpe, encore une fois, est un poisson qui a ses habitudes et c'est très très difficile de les faire changer d'avis, en particulier sur les hauteurs d'eau où elles se trouvent. Si des carpes ont décidé d'être entre 2 eaux, vous pouvez toujours jeter votre méthode feeder au fond, vous avez peu de chances de finir par les faire descendre vers le fond. Il faut aller les pêcher là où elles sont, c'est ce que dit toujours le grand champion anglais William Rayson. Il dit toujours, les carpes, il faut les pêcher là où elles sont. Ça paraît un peu stupide comme phrase, mais c'est la vérité. Il ne faut pas chercher à imposer son point de vue aux poissons, et c'est plutôt à s'adapter à leur comportement. Alors ici on a Ati Tchepei
donc un pêcheur autrichien. C'est le père en fait de l'autre pêcheur qu'on a vu tout à l'heure qui fait partie de l'équipe d'Autriche Feeder. Donc on a des couples qui sont venus puisqu'on a 2 femmes qui pêchent ici. On a un père, un fils. Voilà, c'est de la pêche en famille. Il y a une très très bonne ambiance en tout cas sur cette épreuve. C'est vraiment le repas du midi. Alors c'est vrai que ça coupe un peu la pêche. Donc pour ceux qui étaient dans le poisson, forcément c'est toujours un peu gênant que de devoir s'arrêter alors qu'on commençait à comprendre la pêche et à prendre du poisson. Mais ça donne un peu plus de convivialité cette épreuve. Alors Carlos, la densité est beaucoup plus importante. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, match après match, puisqu'il y a beaucoup de compétitions sur ce parcours, à chaque fois, effectivement, c'est toujours dans ce plan d'eau au courant que les scores sont les plus élevés. Donc on peut penser que non seulement la densité peut être un peu plus élevée, mais aussi la taille moyenne, ça très net, puisque je parlais avec Laurent Emonet tout à l'heure et Alban Bonato qui sont dans le fameux secours 2. La taille des poissons est beaucoup plus petite. Et Laurent d'ailleurs me disait que lui il pêchait beaucoup à la canne, il était plutôt bien placé à la mi-temps, il pêchait beaucoup à la canne et qu'il préférait dans cet étang pêcher à la canne parce qu'il disait que plus on pêchait loin, donc plus on pêchait au moulinet, plus on avait tendance à prendre des carpes un peu plus petites. Voilà. Donc là, on est sur une pêche pareille à l'agrainage. Et bon, je ne crois pas que notre cher ami Ati Chepei soit dans les premiers du secteur. Alors vous voyez qu'ils ont laissé une place, ici le numéro 9 libre, avant d'attaquer le reste du secteur. Est-ce que Secours 2 est aussi profond? Non, pas du tout, Gabi. Il n'est pas du tout aussi profond. Mais même ici, on va dire que c'est quand même, il y a des différences de fond. On a coutume de dire que Secours 1 est le plus profond. Certes, mais il y a quand même des différences de fond, puisqu'on a vu que entre là où se trouve Bomnud et la place de Nicolas Quenon, il y a quand même une grosse différence de fond, puisque Nicolas a juste une ligne sur un kit 2 brins, alors que pour Bob, un kit 3 voire 4 brins. Est-ce qu'on peut tirer 2 ailes de suite? Ça, j'ai pas regardé dans le règlement. C'est une bonne question. Je vais essayer de vous trouver la réponse d'ici demain. Je pense que non. Non, en fait, ça y est, j'ai la réponse parce que j'en ai parlé avec Nicolas qui me disait que comme il avait eu une aile aujourd'hui, ça voulait dire qu'il n'aurait pas d'aile demain. Et il était un petit peu contrarié parce que d'après lui, Secours 2, une aile, c'est quand même un gros avantage. Donc, si on a une aile aujourd'hui, on n'aura pas d'aile demain. Voilà, j'ai la réponse. J'ai mis un peu d'ordre dans mes esprits et j'ai pu vous trouver la réponse. Donc là, il y a encore un beau poisson. Alors ici, on est au secteur A, derrière Pierre Fradin. Encore un beau poisson. Alors là, vu la longueur... Alors, c'est une canne Keever. Un petit aparté pour redire encore une fois la différence entre Keever et Feeder. Le feeder, c'est juste l'amorçoir, c'est pas une technique de pêche, ça ne décrit que ce qu'on met au bout, qu'on remplit d'amorce. To feed en anglais, ça veut dire nourrir. Donc la traduction littérale de feeder, c'est bien amorçoir. D'ailleurs, par le passé, dans les articles, on parlait souvent d'amorçoir. C'est plus tard qu'on a parlé systématiquement du feeder, donc on a utilisé le terme anglais. En revanche, la canne, la technique de pêche, le système en fait de touche avec le sion sensible qui permet de voir les touches, ça c'est le Keever. Donc on peut très bien dire que je pêche au Keever avec un feeder. On ne peut pas dire je pêche au feeder avec un Keever. Bref. Ah, je viens d'avoir la sonnerie. Donc là c'est quand même un sacré beau poisson. Vous voyez que c'est la défense de ces carpes ici, c'est quand même terrible. Parce que tout le monde utilise quand même un matériel. Tout le monde sait bien qu'ici il y a des beaux poissons qui peuvent atteindre et dépasser les 10 kg, mais ça n'empêche pas que c'est pas si simple de les ramener. En plus, ça c'est une canne puissante. J'ai vu des pêcheurs utiliser une canne de 11 ou 12 pieds pour pêcher au Keever, donc qui
sont des petits fleurets qu'on utilise en général plutôt dans les carpodromes de type anglais où les poissons sont un peu moins gros. Et là, notre ami Pierre Fradin, il n'utilise pas une petite canne. Hein. Je peux vous dire que c'est une canne... Ah ouais, c'est un sacré poisson. Je suis sûr que c'est vraiment... Avoir la courbe de la canne et la puissance de la canne, c'est sûr que c'est un joli poisson. Donc on va rester là pour la fin de cette manche, pour vous faire vivre un petit peu d'action. Je rappelle qu'il y a la possibilité, quand le poisson a été piqué dans les 5 dernières minutes, de dire le fameux pendu pour pouvoir continuer à le travailler un quart d'heure après le coup de pétard. Je ne sais pas s'il a été piqué avant les 5 minutes, là, j'ai pas fait attention. Prends ton temps, Pierrot. Je pense que c'est exactement ce qu'il va faire. Maintenant, ça sert à rien de bousculer les choses. Alors, il y a quand même... Là, il y a comme on dit, il y a un steak. C'est une cédrome. Merci, Damien. Tu connais bien ce type de matériel. Merci pour la précision. En tout cas, c'est du costaud. Hein. Ça m'a l'air super riche comme canne. Hein, c'est pas pour du carpo d'1 kilo là. Donc je vous rappelle, j'en profite pendant qu'il y a le combat avec le poisson, et je ne sais pas s'il est en bordure encore. Il n'est pas tellement en bordure. Je vous rappelle donc qu'on a prévu à 19 h de se voir avec Bob Nud pour répondre à vos questions. Alors j'espère que 19 h, on arrivera à tenir l'horaire. Hein. Ne m'en voulez pas si on commence avec quelques minutes de retard, parce que les responsables m'ont dit qu'il fallait une bonne heure de pesée. Donc la fin de la manche est à 5h30, ça veut dire 6h30. Bob Nud, le temps qu'il remballe un peu de son matériel, qu'on s'installe dans un coin un petit peu au calme pour vous répondre, peut-être qu'on dépassera l'horaire prévu. Enfin, soyez attentifs, et puis on vous mettra en relation directement avec Bob Nud. Je me chargerai uniquement en ce qui me concerne la traduction. Alors je lancerai peut-être un bœuf de Kobe, Gabi. Oui, ça c'est... Il y a des connaisseurs en termes de boucherie japonaise. Mais c'est vrai que ça m'a l'air d'être un sacré poisson là. Eh bien, c'est bien. Pour terminer, on a un poisson typique de ce qu'on peut choper à Saucourt. Hein. C'est partout qu'on a des poissons comme ça en carpodrome. Le plus souvent, c'est quand même des poissons qui font 1, 2, 3, 4 kilos, 5 kilos grand maximum, dans la majorité des carpodromes. Mais là, c'est du gros poisson. Alors c'est assez amusant sa manière de travailler. Alors il essaye de maintenir le poisson effectivement à ras du fond, exactement comme on pourrait le faire à la canne au cou. C'est pas si habituel que ça, mais effectivement, en fait, les carpes, il faut les maintenir sur le fond le plus possible, parce que c'est là qu'elles sont quand même les moins méchantes entre guillemets. Alors là, évidemment, celle-là, elle fait son poids, donc elle tire. Mais si vous essayez de les ramener un peu trop au-dessus du fond, alors qu'elles sont encore loin du bord, vous allez mettre 3 fois plus de temps. Donc l'idée, c'est quand même, exactement comme à la pêche au cou, à la grande canne, de les ramener en les maintenant près du fond le plus possible, jusqu'à temps qu'elles soient au bord. Et au bord, là, on lève la canne à la verticale, hein, que ce soit un kit ou une canne moulinet, c'est pareil, pour les faire décoller du fond et essayer de les choper au passage, si possible, avec l'épuisette. Et ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, ils ne sont pas toujours d'accord. Et puis, il faut faire quand même attention aux obstacles. C'est sûr que ramener une carpe près du fond, c'est bien. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas trop d'accro, parce que si vous l'amenez près du fond et c'est pour la mettre dans un tas de branches, ça vaut pas le coup. Elles sont dopées les carpes. Oui, on va rester à côté là pour voir ce poisson quand même, parce que là il m'intrigue. Hein. Elle lui met la misère, oui, ça c'est sûr. Là, il lui met sacrément la misère. Parce que là, franchement, c'est
encore une fois, c'est une canne puissante. Donc quand vous la voyez plier comme ça, hein, vu le travail de la canne, 10 kg minimum. Oui, je pense bien, oui. Je pense qu'on doit pas être loin de ça, c'est sûr. Bah, c'est bien, comme ça laisse le temps aux organisateurs d'aller installer les balances, la pesée, tout ça, et puis nous on reste tranquillement là parce que c'est quand même ça, on est là pour ça, c'est plus intéressant de voir sortir un poisson que de voir s'installer une balance, etc. Alors, voyez le travail là. Donc canne, sion quasiment sous la surface, hein, un ras de l'eau en tout cas, pour essayer de ramener le poisson le plus possible près du fond. Poisson harponné, peut-être. Si harponné, elle compte. Oui, elle compte, Albert. Alors, le règlement est un peu spécifique. Dans toutes les techniques de pêche, en fait, l'harponnage caractérisé est interdit. C'est-à-dire que si vous voyez un poisson se balader en surface, puis que vous lui jetez la ligne, puis vous ferrez dessus exprès, vous n'avez pas le droit. Par contre, si vous l'avez piqué à 30 mètres du bord par hasard, par la queue, évidemment, ça compte. Donc, on l'a vu. C'est une commune, donc ça c'est une semi-surprise, hein, parce qu'un poisson qui tire autant, effectivement, c'est souvent une commune. Ça a quand même une autre défense, elles ont un corps plus allongé, sont plus profilées pour le combat. Et c'est reparti. Elle ne veut pas se laisser faire celle-là, pourtant il lui tire dessus. Je vais essayer de me mettre par là. Il y a les cannes par terre, je vais quand même pas écraser un kit, ce serait dommage. Voilà. Alors, est-ce qu'on va la mettre au sec cette carpe? Je pense qu'on va être dans les 10 kilos, hein, de toute façon. Je pense qu'on ne s'est pas trop trompé sur... C'est quoi la canne, Christophe? C'est une Cédrome, donc c'est la marque de Preston dédiée à la pêche en carpodrome, d'où le nom. Et c'est une canne, encore une fois, c'est une canne puissante. Hein. Je pense que c'est une 360 même, donc une 12 pieds. À voir l'action, on voit très bien qu'il y a beaucoup de réserve de puissance dans le premier brin. Alors la pesée va peut-être commencer, mais on va dire que de toute façon ça nous dérange moyennement parce que c'est pas cette partie du secteur qui nous intéresse au premier chef. Hein. Alors c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Allemands dans les petits numéros. C'est pas ça, mais je pense que les plus gros scores seront à partir d'ici et jusqu'à Nicolas Quénon. Ouais, c'est un magnifique poisson, vraiment une très très belle carpe. Alors je vais me rapprocher doucement, sans gêner. Voilà, là vous avez une magnifique carpe de secours. Bravo, bravo, bien joué. Là c'est du lourd, en direct. Oh là là, ouais. Et puis elle a vraiment, waouh. Ah oui, elle est bien ventrue. Hein. Elle n'est pas spécialement longue, mais elle pèse son poids. Combien tu penses? On est dans les 10 là. Ah, on est bien dans les 10. On est bien dans les 10, bravo. Bon, on va aller faire notre suivi de pesée. Je repars. Alors, est-ce que la pesée a commencé? Eh bien écoutez, je les vois là-bas. Il aura mérité, ça c'est vrai. Pascal, il aura vraiment mérité son poisson parce qu'il a rien lâché. Et il l'a parfaitement bien travaillé. Comme ça, comme je disais, en maintenant la carpe le plus possible, le plus longtemps possible sur le fond, pour la monter vers la surface uniquement. À la fin, d'ailleurs, vous voyez qu'il n'a pas fait beaucoup de tentatives à l'épuisette. Je crois qu'il a peut-être essayé une fois, mais c'est tout. C'est toujours mauvais d'essayer 40 fois de mettre un poisson à l'épuisette et il repart et on revient et il repart, etc. Donc il a vraiment bien travaillé son poisson. Alors, la première, bourriche. J'accélère le pas. Donc finalement, on n'a rien loupé. On arrive derrière Jörg Frühhoff. Je vais finir par m'améliorer en allemand la fin de semaine. Donc, Jörg Frühhoff au numéro A2. Donc, la pesée du premier pêcheur de ce secteur A. Donc, comme je l'ai dit, hein, on va faire en fait deux secteurs. Le secteur A et le secteur B.
voyez, c'est très bien organisé. Vous avez un petit chariot. Je vais me mettre de ce côté, comme ça vous verrez mieux. Alors voilà, voyez, un petit chariot carrément avec la balance qui est intégrée. Il suffit de poser la bassine avec les poissons et ensuite vous avez un affichage digital. Alors, il n'y a qu'une pesée, donc 2 pesées pour un total de 36,150. Merci beaucoup. 36 kg 150 pour le premier. Alors, comme au championnat du monde, je vous laisse faire pour prendre les notes. Si vous voulez avoir le classement intermédiaire, hein, bon, de toute façon, on l'aura à la fin, mais je ne peux pas me souvenir de mémoire de tous les scores. Donc ici, vous avez 36 kg 150. Super, le chariot, là c'est pro. Oui Michel, j'ai vu beaucoup de championnats du monde où il n'y avait pas du matériel comme ça pour peser, où c'était un peu foireux. Là au moins c'est bien organisé, c'est sur roulette en plus. Et c'est un affichage numérique, il n'y a pas d'histoire. C'est précis. Alors ici on est derrière Heiko Schmidt. Est-ce que ma prononciation est bonne, Christian? Ah, je dis, à la fin du week-end, je vais parler couramment allemand. Là, c'est bien parti. Donc, Heiko Schmidt au numéro A3. Et ensuite, on aura David Garmam. Donc là, on a une seule bourriche aussi. Ah non, il y a d'autres bourriches. Il y a d'autres bourriches. Donc, je le répète, encore une fois pour ceux qui arrivent, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde, donc il y a forcément des gens qui découvrent un peu cette épreuve seulement maintenant. Il y a ce qu'on appelle un tilt à 30 kg, c'est-à-dire qu'il est interdit aux pêcheurs d'avoir plus de 30 kg dans leur bourriche. C'est évidemment pour le confort du poisson cette règle, hein. C'est pas pour les embêter, mais c'est pour éviter qu'on mette 100 kg de poisson dans une seule petite bourriche. Et que les poissons après, quand on les remet à l'eau, ben, le but c'est quand même pas qu'ils meurent. Donc si quelqu'un a plus de 30 kg dans une bourriche, et ben, tant pis pour lui, il marquera de toute façon 30 kg. Donc s'il avait 40 kg dans la bourriche, ben, il marque comme s'il avait fait que 30 kg. Donc croyez-moi que les pêcheurs font très attention, mais ça arrive encore que certains se trompent, mettent une carpe peut-être par inadvertance parce qu'ils sont un peu pressés dans la mauvaise bourriche et hop, fini. Der gut, Nico, Pascal. On ne se moque pas, Pascal. Alors, deuxième bourriche pour Heiko Schmidt. C'est vraiment très très bien. Leur système de balance, c'est quelque chose vraiment de bien conçu, ingénieux, précis. Ça évite de faire des pesées qui durent à n'en plus finir. Là au moins on met, vous voyez, la bassine et on note simplement ce qui est indiqué sur un affichage numérique. Il n'y a pas une aiguille qui se balance dans tous les sens avec, c'est un peu à la bonne volonté de celui qui regarde. Je vous dis, j'ai déjà vu des championnats du monde se jouer sur des choses comme ça, avec ensuite des réclamations parce que finalement on se faisait battre pour 5 grammes, avec des balances qui étaient graduées tous les 20 grammes. Donc forcément c'est un peu problématique. Bon là on n'est pas sur des scores où c'est à 20 grammes près en général, mais c'est quand même important d'être précis parce que c'est une épreuve majeure, hein, c'est une épreuve qui est très courue. Tout le monde cherche à la remporter, donc c'est normal que les choses soient sérieusement. Donc j'espère que la Fédération internationale en prendra de la graine. Ce serait quand même bien que la Fédération internationale ait des balances officielles pour les différents championnats du monde, mais c'est encore autre chose. Oui Michel, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ce serait bien d'avoir des balances officielles de la Fédération pour les grandes épreuves nationales et internationales. Bref. Alors, on a encore une bourriche, donc on aura 3 bourriches pour l'instant. Pour l'instant, on est à combien? Est-ce qu'on sait? Non, bon, on verra à la fin. Pas... Allez, on est déjà dans les 44, donc 44. Donc de toute façon, il sera devant Jörg Frühoff, qui était à son aile. On voit quand même que les ailes, c'est pas toujours favorable, hein. Carpodrome des coins des temps, comme ça peut être tout bon ou tout mauvais. Vous pouvez exploiter, l'avantage c'est que vous pouvez exploiter un bord de berge dans le coin
sans avoir de voisins. En revanche, c'est des zones où les poissons ne se trouvent pas forcément, surtout en fonction de la direction du vent. Aujourd'hui, le vent soufflait ici, si on regarde le plan d'eau, de gauche à droite, et donc les poissons, logiquement, avaient plutôt tendance à se trouver sur la droite. Alors, le calcul. Donc là, on va être au-dessus des 50. 60 kg 500. Donc je vous laisse continuer à prendre note. Donc le meilleur score pour l'instant, c'est 60 kg 500. Et on a encore un pêcheur allemand ou autrichien. Là, je ne voudrais pas me tromper. C'est David Garman. Il a l'air de ne pas avoir beaucoup de bourriches, donc je pense que les 60 kg 500 seront pas battus. Est-ce qu'il a qu'une bourriche? Non, il a 2 bourriches. Donc de toute façon, s'il a que 2 bourriches, il ne peut pas faire plus de 60 kg, on est bien d'accord. Donc là, on est au numéro 4, il reste encore 4 pêcheurs pour ce sous-secteur, puisque c'est des sous-secteurs de 7. Et puis on va arriver lentement derrière donc Pierre Fradin, qu'on a vu prendre sa très belle carpe. Alors je ne sais pas ce qu'il avait avant. En tout cas, ça fait du bien quand même de prendre une carpe de 10 kg sur la fin. Et puis surtout, on va arriver là où ça va être les plus gros scores. Et peut-être des scores serrés, la partie avec donc Nicolas Quénon, ce pêcheur allemand qui s'appelle Garam, je crois. J'ai pris note parce que c'est pas quelqu'un que je connais forcément, qui s'appelle Fabien Grapp. Fabien Grapp. Pour moi, c'est un peu mon favori de ce secteur, enfin en tout cas de son sous-secteur. Voilà, vous voyez que la pesée est quand même assez rapidement faite, les poissons ne souffrent pas, ils sont recouverts pour éviter justement de sauter dans tous les sens. Et là, le poids se stabilise de suite, oui tout à fait Yves, c'est l'avantage. Et il n'y a pas de discussion, il y a un affichage numérique, ça affiche un certain poids, bah voilà, c'est le poids. Alors, combien? 42 kilos. Donc il est, sauf erreur pour l'instant, deuxième, mais c'est toujours 60 kg 500 qui est en tête de cette partie du secteur. Ah, c'est vrai Benjamin, tu as raison. Oh là là, vraiment, heureusement qu'on a un expert pour nous donner quelques conseils. Alors, ici, nous sommes derrière Niels Peppercock. Donc on est encore avec un pêcheur allemand ou autrichien. Donc numéro A5, hein, je rappelle qu'on ira jusqu'au numéro 16 dans ce secteur pour suivre la pesée. Oh là, il y a des gros poissons encore là. C'est sûr que dans cette partie des temps, il y a quand même des gros poissons. Voilà. Alors. 26 200. 26 200 pour la première. Donc c'est bon, il est en dessous des 30 kg. Il a respecté le truc, il a eu le nez. Parce qu'une de plus et c'était risqué. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième bourriche? Non? Oui, il y a une deuxième bourriche. On va voir s'il a été aussi précis que sur la première. Donc, de mémoire,
pour l'instant, le meilleur score, c'est Heiko Schmidt avec 60 kg 500. Ah, ouais, j'ai encore de la mémoire. Voilà. Ah bah, attendez, là je vous montre voilà, qu'il y a des calculs à faire hein, quand même. Sacré score. Merci. Alors, les motos qui passent. 27 650. Et 27 650. Il est précis, hein, il ne fait pas d'erreur au niveau des bourriches. Donc on avait 26, on a 27. Ça fait du 50, il doit pas être loin de 54 kg, on va dire. Mais ce sera moins. Il avait encore une bourriche de cachet dans les herbes. Est-ce que ce sera. Oh, s'il n'y a qu'un poisson, mais je pense qu'il est. Non, deux poissons peut-être. Ah, ça peut être suffisant pour aller battre les 60 kg 500. Est-ce qu'il y en a un ou deux? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ça va être. Ça va être serré. 6 300. Ça devrait être suffisant pour passer les 60,5. Ouais, ça suffit. Ah. Combien tu trouves? 130. Non. 500. Il y a 60 kg 500 à battre. Ça va être serré. Comme quoi, même sur des scores pareils. 60 150. Il est donc battu de 350 grammes. Vous voyez que même sur des parcours comme ça, on l'a vécu d'ailleurs sur la Shimano Aero Cup, il y avait 3 équipes à 95 et 96 kg. Donc vous voyez que là, il y a 350 grammes entre le premier et le deuxième. Donc c'est toujours Heiko Schmidt avec 60 kg 500 qui est en tête de ce sous-secteur du A2 ou A8. Et donc là, on arrive derrière Mario Lietschl. Ah, ils sont pas sympas avec moi les Allemands et avec leur nom. La Lietschl, je dirais Mario Lietschl. Mario, c'est plus facile. Alors, première bourriche. Franchement, il n'y a pas beaucoup de poissons en dessous de 3 kg hein, sur cette zone là. Si j'en vois un. Mais sinon, tout le reste, c'est minimum 3 kg pièce. Hein. Alors, donc Mario Lietschl. Qui. Alors. 28 200, première pesée. Si un pêcheur n'a pas assez de bourriche, comment ça se passe? Bah, tant pis pour lui. Il faut qu'il vienne avec suffisamment de bourriche. Bon, ils le savent, hein, ils connaissent quand même le parcours. Ils se renseignent auprès des organisateurs, donc ils savent qu'ils sont susceptibles de passer les 150 kg, voire les 200 kg en compétition. Donc il va leur falloir, allez, 7 bourriches, c'est ce qu'il faut à peu près prévoir. Alors c'est pas toujours simple à placer, hein. Il y a des barres spécifiques sur les stations qui permettent de mettre 4-5 bourriches. Mais sinon, au bout d'un moment, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils en décrochent une, ils la mettent un peu sur les côtés dans les herbiers, et pour avoir leurs 4 ou 5 bourriches face à eux. 15 350. Voilà, deuxième bourriche. Bon, c'est... Voilà. Alors, on continue.
Ah, là, il y a du très gros poisson encore. Des communes, hein. Il y a beaucoup de communes quand même ici. C'est... Simouriche, Hervé, oui. Je pense que c'est... Pour les personnes qui font des compétitions régulièrement ici, c'est, je pense, important d'avoir au moins 6 bourriches. Et il vaut mieux trop que pas assez, comme en beaucoup de choses. Donc prévoir 7 bourriches si vous faites des compétitions ici. C'est vrai que ça paraît beaucoup, surtout il faut les faire sécher à la fin. Mais aujourd'hui ça va, avec le vent et le soleil, tout devrait bien se passer. Alors, donc voici la 3e bourriche. Donc on va avoir le score final, 60 kg 500, c'est toujours le score à battre. 71,50. Donc voilà. Donc Mario Litschl prend la tête. 71, combien déjà 50. Je vais essayer de m'en souvenir. 71 kg 50. Alors. Sac de conservation, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'un sac de conservation, c'est fait pour mettre quelques carpes. Là, on peut quand même en mettre un peu plus. Parce que jusqu'à 30 kg, je ne pense pas que ce soit l'idéal pour conserver une grande quantité de carpes. Toujours un collègue qui s'amord moins et qui te dépanne. Oui, Julien, s'ils sont fair play, c'est pas toujours le cas, mais bon, en général, sur ce type d'épreuve, il y a une bonne ambiance, donc il n'y a pas de problème. Alors, ici, je ne crois pas qu'on puisse battre les 71 kg 50, je crois. Ce ne sera pas ici. Donc, on va arriver ensuite à Pierre. Oui, ce sera Pierre Fradin qui sera le dernier à être pesé sur ce secteur. Enfin un Français, je vais dire. Ah quand même, là, il y a une belle bourriche. Il a commencé avec un petit truc, mais... Voilà. Ah là, Christian, je ne peux pas te répondre. Hein. Là, l'allemand, tout à l'heure, je pourrais faire de mon possible avec Bob Nudd en anglais, mais en allemand, je ne pourrais pas vous répondre. Je suis désolé, là. Alors... 27 400, hein, ils ont l'œil quand même pour pas dépasser les 30 kilos. Hein. Bien, donc ici c'était Andreas Aschauer. Bien prononcé, ça va. Il s'est reconnu, donc c'est que je ne l'ai pas dit si mal que ça. Et puis ensuite, Pierre Fradin. Pierre Fradin, donc il faut qu'il fasse plus de 71 kilos s'il veut remporter ce secteur. Sinon, ce sera Niels Peppercock ou Mario Litschl. Non, Mario Litschl. Litschl? Ah, bah je parle parfaitement allemand en fait. Donc 71 kg et 50 grammes, c'est précis, à battre. 71 kg. Une première bourriche, je vois qu'il y en a 2, 3. Est-ce qu'il y en a 3 ou est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y a 4 bourriches, je pense? 4 bourriches, 5 bourriches. Oh, 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 oh. Alors, peut-être que la France pourrait remporter ce premier secteur. 71 kg à battre, 5 bourriches, normalement. 17 700. Alors, une première bourriche à 17 700. Oui, Satanas. Le poisson blanc compte. Mais franchement, quand on voit les scores, là, il faudrait être quand même assez courageux, pour ne pas dire suicidaire, pour se dire je vais venir rivaliser en pêchant les gardons. Parce que bon, il y en a, mais il n'y en a pas non plus 1 milliard. Et pour battre des scores à 71 000, et là sûrement, peut-être, on l'espère en tout cas pour les Français, un score encore plus élevé, ça va être difficile quand même avec des gardons, même des brèmes. Je ne sais pas s'il y a des brèmes d'ailleurs, je sais qu'il y a des gardons. Mais... Voilà, donc on a une deuxième bourriche, donc là il y a 5 bourriches à peser, c'est pour ça que ça va
Ça va prendre du temps. Et donc Pierre Fradin, bah, c'est bien possible que finalement c'était le seul Français de tout ce secteur, hein, du A2 au A8. Et ben il va porter haut les couleurs de la France, je pense. Alors j'en profite justement parce que entre deux lives, j'essaye de suivre aussi ce qui se passe en Slovénie. Si vous n'êtes pas au courant, je peux vous dire que l'équipe des U25 est en tête chez les Français et que chez les U15 ils sont 3e. Donc c'est plutôt une belle journée pour la France. Les U20 c'est plus difficile, je crois qu'ils sont 6e au classement de la première manche en Slovénie, mais les U25 sont en tête. Ils sont en tête avec 7 points en plus, c'est vrai. Donc avec vraiment une belle performance, je crois qu'ils ont fait 2 x 1, 1 x 2, 1 x 3. Donc bravo s'ils nous suivent, peut-être de loin, s'ils ont 5 minutes entre deux montages de ligne. En tout cas, bravo aux U25. Malheureusement, je ne pouvais pas être aux deux endroits à la fois. Donc je suis ici à vous faire vivre ces Browning Days. Mais sachez que pour l'instant, l'équipe de France des U25 est en tête du championnat du monde des jeunes. L'Auvergne, bah oui Damien, Auvergnat. Alors, en tout cas je pense qu'il va être quand même assez confortablement en tête du secteur puisqu'il y avait 71,50 kg à battre et qu'il a 5 bourriches. Donc on pourrait très bien être au-dessus des 100 kg. Et il a encore 2 bourriches, oui. Donc je pense que là, c'est plié pour cette partie du secteur. Ça va donc être Pierre Fradin, le premier, à marquer 1 point. En tout cas, le premier que nous suivons a marqué à 1 point. Et donc d'être en position de remporter cette magnifique épreuve. Alors en plus, on l'a vu sortir la grosse carte de la fin. Je crois que c'est celle-là qui est pesée d'ailleurs. Alors, il y en a plusieurs. 14. Ouh. Alors, et il y a encore une bourriche. 76 250. On est déjà à 76 250, donc ça se confirme. Il sera en tête de ce secteur. Bravo notre petit français, notre Auvergnat. Alors, est-ce qu'il va arriver au 100? Non, parce qu'il n'y aura pas 24 kilos là. Mais en tout cas, il y a suffisamment pour remporter ce secteur du numéro 2 au numéro 8. Et ensuite, on va attaquer le fameux secteur où je pense que là, les scores seront encore plus élevés. 1700. Il va pas être loin des 100 kg, mais il n'y arrive pas. Je pense qu'il va être dans les 92, 93, quelque chose comme ça. On va voir. Alors, 93 350. Voilà, on se félicite. Il y a une bonne ambiance. C'est aussi ça, les Browning Days, ce genre de compétition. Donc, un premier vainqueur avec 93 kg, et c'est un petit Français. Enfin, petit, il n'est pas tellement petit, surtout par rapport à moi. Et donc maintenant, on saute tout de suite au secteur. Ah, le sorcier, Jackie, ici, mais le sorcier, il est occupé, j'imagine. Alors lui, c'est les U20, c'est un peu moins bien passé, j'ai l'impression. Ils sont 6e, mais rien n'est joué parce que bon, il n'y a pas des écarts de points énormes. Je pense qu'ils peuvent encore choper le podium, les U20. Donc ce serait quand même pas mal si nos 3 équipes de jeunes avaient un podium. Enfin bref, là pour l'instant, on est maintenant dans le secteur de Nicolas Quénon et de Fabien Grappe avec Ati Chepei, ou Chepei, donc qui est, comme je l'ai déjà expliqué, le père du pêcheur de l'équipe d'Autriche. Donc c'est un Autrichien de pêche au feeder. Donc là, visiblement, il a 2 bourriches. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est pas lui qui va se bagarrer pour la victoire de ce secteur. C'est difficile, on va voir, parce que après, à côté, on a Lionel, Lionel Schaeffer, qui est un pêcheur de l'Est de la France, qui est très très connu, qui pêche beaucoup en carpodrome, qui a pris quand même des jolis poissons. Je l'ai vu prendre des jolis poissons aux méthodes. Mais j'ai peur que quand même Fabien Grappe au numéro 12 lui passe devant.
Donc on verra ça. Un peu de patience, Nicolas. On a toujours envie de savoir à l'avance qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui s'est passé, alors qu'il suffit d'attendre le verdict de la pesée. Et c'est ça un peu l'excitation de la compétition. Ça joue aussi. Alors, en plus, on est à l'ombre, là, c'est bien. Pas de soleil. Alors, une première bourriche. 600. Une première bourriche à 26 kg 600. Benjamin Schoenbrut, à mon avis, il est dans l'autre plan d'eau, donc il y a toute une partie des pêcheurs qu'on n'a pas pu suivre puisqu'on s'est concentré encore une fois sur ce secours 1 afin de voir au mieux les techniques qui ont marché, les appâts qui ont marché, les montages qui ont marché. Donc de toute façon, tous les gens qui étaient au secours 2 aujourd'hui seront demain au secours 1. Donc, pas de problème. Si vous avez des copains qui pêchaient aujourd'hui dans le secours 2, rassurez-vous, vous les verrez demain. Puisque je resterai à nouveau dans le secours, dans ce fameux plan d'eau. Donc tous ceux d'hier seront ici aujourd'hui. Pardon, tous ceux qui étaient dans le secours 2 aujourd'hui seront ici demain. Donc on pourra les voir en action. Il y a quelques très bons pêcheurs à voir. De toute façon, il n'y a que des bons pêcheurs ici. C'est quand même une compétition très relevée. Ah, ça a tilté. 2 kilos. De 2 kilos, dommage. Il a perdu 2 kilos. C'est la vie, mais bon, c'est comme ça. Donc il a 30 000 plus 26 600. Donc tant pis pour lui, ça lui fait 56 600. Ah ben non, il y a encore une bourriche quand même. Hein. Il y a quand même une bourriche. Je vous dis, les scores vont être de plus en plus élevés. Plus on va aller, je pense, vers la droite. En tout cas, plus on va se rapprocher de Fabien Grappe, qui est, à mon avis, l'homme à suivre dans ce sous-secteur. Donc, je rappelle que c'est Pierre Fradin qui a remporté le premier secteur qu'on a suivi. Salut Sébastien, oui, ça c'est magnifique. Et non seulement le site est très beau, vous voyez que les berges sont en plus naturelles. Non seulement les pêcheurs peuvent pratiquer en confort maximum parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est bien dégagé derrière. Ils peuvent même mettre, vous voyez, leur voiture ici derrière, pas de souci. Mais il y a quand même tous ces roseaux en bordure et puis il y a la surface du plan d'eau qui est quand même assez grande, 3 hectares à peu près, 3 hectares et demi. C'est donc une pêche dans des conditions de carpodrome, mais 80, sur un plan d'eau qui est presque naturel. 80 kg 350. Vous voyez que déjà, on est déjà à 80 kg là. Donc première pesée de ce sous-secteur, 80 kg pour Ati Chepei. Maintenant, on va voir Lionel. Donc Lionel Schaeffer. Oui, Lionel Schaeffer, pardon. Qui a combien de bourriches? J'en vois que 2. Non, il y en a 3. Il y en a 3, donc c'est possible. S'il les a remplis au max, ou s'il a 4 poissons qui sont très gros, il peut avoir plus de 30 kg par bourriche. C'est possible. Alors, une première bourriche pour Lionel Schaeffer. Plus on se rapproche de la buvette, plus il y a de poissons. Ouais, c'est un peu partout pareil, que ce soit des gardons, des carpes ou autre chose. En général, près de la buvette, c'est souvent amorcé. Ah, oula, il y a une bourriche qui est repartie un peu à l'eau. Bon, enfin bon, je pense pas qu'il y ait de carpe qui soit sortie. Alors, une première bourriche, je vais me mettre par ici pour suivre cette pesée. Hop, voilà. 27 850. 27 850, première pesée pour Lionel. Ah oui, mais il n'y a que des gros poissons là. J'ai pas vu beaucoup de poissons en dessous de 3 kg. Voilà. Oui, c'est une belle moyenne de poissons. Il y a beaucoup de carpes communes, je l'ai déjà dit. Hein, c'est quasiment exclusivement des carpes communes, d'où la défense vraiment torpille de ces poissons. Secours et Tréhès font partie des plus beaux carpodromes avec des beaux spécimens. C'est vrai. Alors Tréhès c'est encore autre chose.
peut difficilement le mettre dans le cadre d'un carpodrome, parce que là c'est vraiment un plan d'eau naturel. Alors c'est vrai qu'il y a eu des carpes de remise, mais c'est encore autre chose avec des fonds beaucoup plus irréguliers. Mais c'était magnifique également, c'est évident. Lionel, tu n'as pas le droit de faire tilt, Sébastien. Oui, ça, je lui transmettrai. Mais pour l'instant, il respecte la règle. 23 450. 23 450. Il est dans les clous. C'est vrai qu'on commence à avoir quand même des sites magnifiques en France. Alors on a beaucoup de plans d'eau, de rivières, de fleuves, de lacs, du domaine public qui sont magnifiques. Mais ce genre de plan d'eau, c'est quand même très bon aussi pour la pêche. D'abord pour l'initiation des jeunes, tout simplement. Ça leur permet de faire leurs armes dans des plans d'eau où ils ont quand même des chances d'attraper du poisson. Parce que si vous allez dans un canal difficile ou dans une rivière, bah, c'est pas forcément facile. Donc là, ils peuvent prendre leur tout premier poisson et on sait très bien que pour un jeune, prendre son premier poisson, c'est déterminant. C'est déterminant. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour Bartley 80 kg? 24 400. Alors 24 400, on va faire... Bon, c'est bon, hein, il n'a pas tilté. Sébastien, c'est bon. Il a respecté la règle. Maintenant, reste à savoir le total. Il n'y en a plus. Alors, 75 700. 75 700, et non, il passe pas devant, et pour l'instant le meilleur score c'est encore 80 kg. Mais là, on arrive effectivement maintenant à Fabien Grapp, c'est celui que je dis qu'il faut suivre depuis ce matin. C'est pas lui qui va gagner. On va voir. Parce que son voisin a plus. Ah, et le Nicolas me dit que le voisin est à suivre, qu'il a peut-être encore Il plus. a fait une remontada fantastique cet Une après-midi. remontada. Attention, parce que s'il y a des supporters du PSG, ils vont mal le prendre si tu utilises ce terme. Alors, en tout cas, il nous a fait un début de première manche, enfin en tout cas avant déjeuner, extraordinaire ce Fabien Grapp, principalement aux méthodes. Après, je l'ai vu pêcher à la canne. Je pense que c'est là qu'il a peut-être perdu un peu de temps. Alors, après, s'il s'est mis à la canne, c'est sûrement parce qu'il avait plus de touche aux méthodes. Donc c'est facile à dire après. Mais en tout cas, il aura plus de 80 kg, ça j'en suis absolument persuadé. Il a 7 bourriches, donc après, reste à savoir combien il y aura. Lui, il sait tout faire. La longue canne, aux méthodes, au plomb, tout ce que tu peux, il sait tout faire. Ah, très bon pêcheur, ça se voyait de toute façon, ne serait-ce que dans la gestuelle, dans ce qu'il avait monté. Encore une fois, je l'ai dit au tout début, c'est le seul pêcheur que j'ai vu monter des bombettes. Qui est à mon avis une pas si mauvaise idée sur ce type de pêche. Alors aujourd'hui les poissons n'étaient pas spécialement en surface puisque le pellet waggler n'a pas donné grand chose. Il y a eu du poisson de prix au pellet waggler mais ce n'était pas la technique reine. Il fallait plutôt pêcher aux méthodes, au plomb ou à la canne. Donc là on en a pour un petit moment parce qu'il a 7 bourriches. Donc Fabien Grapp. Là, ça parle allemand, là. Moi, il n'y en a pas à comprendre. Hein. Sûrement. Vu comment il rigole, ils doivent un peu se moquer de lui. Je pense qu'ils disent qu'il fait des trop petites bourriches et que c'est pour ça qu'il en a mis autant. C'est ça. Ah, il a 7 bourriches, il les sort. Hein. Voilà. Ah non, ouais, il a vraiment très bien pêché. Il a fait une magnifique manche. Alors Nicolas me dit qu'à côté il a fait une fin de manche extraordinaire, donc il y a un beau match qui s'annonce. Donc à côté c'est Kristen Baumgartner, et puis ensuite on aura Michael Schwind, merci les Allemands. Ensuite Virgile Laurent, c'est plus simple, et Nicolas Quénon qui veut faire durer le suspense jusqu'au bout. C'est pour ça que tu as pris une aile. J'ai 14 poissons. 14 poissons, oui, mais bon, c'est que des gros alors. 14 poissons. J'ai 4 bourriches. 14 poissons, on est au-dessus de 90. 120. Ah, 120. Ah, tu penses qu'ils sont plus de 10 de moyenne? Ah oui, des sacrés poissons. Ah, là, il y a de la bourriche quand même, là. Hein. Attention, là c'est...
Ah, c'est quand même extraordinaire des pêches pareilles. Hein. Le matériel a fait des progrès quand même, parce que réussir à sortir de tels scores et de tels poissons avec une canne au cou ou une petite canne feeder, c'était inenvisageable, ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans. Alors, ben, il y en a encore. Hein. Il y en a encore combien? Il y a encore 3 bourriches. Ah oui, je comprends que ça dure longtemps. Hein. Ils m'ont dit il faut bien 1 heure pour pêcher, pour peser en fait 14 pêcheurs. Et il faut bien ça, hein, parce que ça ne traîne pas. Vous avez vu, c'est très bien organisé. Encore une fois, je vous remontre le système. Vous avez une balance qui est sur chariot avec la balance intégrée. Hop, il suffit de poser la bassine, de tarer. Hop, on remplit la bassine, on pèse et les poissons sont remis à l'eau quasi instantanément. Donc, respect du poisson, fiabilité du système de pesée. Hein, on n'est pas sur des balances avec des aiguilles qui tournent dans tous les sens. On est obligé d'attendre 10 minutes avant que ça se stabilise. Là, on met les carpes, on les recouvre pour éviter qu'elles sautent quand même dans tous les sens, quand elles veulent bien. Et puis ensuite, ça s'affiche, ça s'arrête et il n'y a pas de discussion possible. Ah là, il suffisait que je dise ça pour que, évidemment, il faut dire que c'est quand même des très gros poissons. Hein. Là, on est sur du gros. Elles tiennent difficilement dans la bassine. 20 kg 100, il y avait 3 poissons, je crois. Hein. Vous voyez que c'est du quasi 7 kg de moyenne. Alors, on fait une petite photo pour le souvenir quand même avant de les remettre. C'est vrai que bon, ils ont traversé l'Europe pour venir, nos amis allemands. Donc c'est normal qu'ils veuillent garder un petit souvenir de leur séjour en France. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de parcours comme ça en Allemagne. Hein. La pêche de compétition, malheureusement en Allemagne, ben, il y a beaucoup de landes où ils sont obligés de tuer le poisson tout simplement. Donc ils ne font pas de compétition parce que si c'est pour massacrer les poissons à la fin, c'est pas tellement le but de l'opération. C'est un comble, c'est pour protéger les poissons, on vous oblige de les tuer. C'est quand même un nouveau concept d'écologie assez spécial. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de landes, y compris en Suisse malheureusement. C'est la même chose. Donc espérons que ça ne vienne pas à l'idée de nos chers députés nouvellement élus. Alors, on continue. Et il en reste plus qu'une. Enfin, plus qu'une. Il en a 7. Hein. Alors, Il a plus de 140. Il a plus de 140. Il a peut-être gagné. Il dit qu'il a 150 à côté. Ça va être très serré. Ça va être serré parce que là, il a quand même fait surtout 2h30 du départ absolument fabuleuse. Après, il a eu quelques petits trous. C'est le comble. Quand on voit les scores, ça paraît incroyable. Mais il a eu quelques trous. Ça l'empêche pas sûrement de faire autour de 140, 140 kilos peut-être. 7 bourriches. Ouais, alors, là c'est un moment important. Voilà. Tac. C'est important parce que je pense que malgré des scores élevés, ça risque d'être serré. 21,150. Alors, c'est l'heure des comptes. Voilà. Alors, 151 400. 151 400. Ça va être serré. Ça va être un boom. 151 kg 400. Vous avez bien entendu. C'est pas des grammes. Hein, c'est pas un concours de canal avec des grémilles. C'est 151 kg 400. C'est pas 151 grammes. 151 kg. Là. Alors. Là, nous sommes avec Christian Baumgartner, qui pense également avoir sûrement autour de ce score-là, en tout cas d'après Nicolas, c'est ce qu'il lui a dit. Donc on va voir, on va prendre le temps. Il y a pas mal de bourriches aussi. Ah, il dit que ça va être bon. Il pense avoir plus? Il pense que ça va le faire. Ah, ça va être quelque chose là. Là c'est quand même assez... Oh là 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 là. Là il y a du lourd là. Là il y a du lourd. Oh là là là. Il faut qu'il fasse gaffe à pas tilter quand même. Alors. Hein? Hop hop hop.
Ah, elles ont encore la forme, hein. Elles ont récupéré. Il a tilté. Tilté d'1 kilo. Attention, Ça va lui coûter cher. c'est possible. Il faut faire attention à ce genre de choses. J'ai vu tellement de championnats du monde, tellement de championnats de France. Alors pas sur des scores comme ça, mais se jouer à 5 grammes, 10 grammes. Parce que on n'avait pas fait repeser ou parce qu'on a mis un poisson à côté de la bourriche ou quoi que ce soit. Que là, le kilo en trop, puisqu'il a tilté. Donc je rappelle la règle, à partir de 30 kilos, en tout cas si vous avez plus de 4 poissons, eh ben c'est fini, ça compte que 30 kilos. Donc si vous avez 40 kilos avec 10 poissons, c'est quand même 30 kilos. Tilt à nouveau. Oh là, non, 2 tilts ce serait un peu trop quand même. Non. Ouh là là, 29 200. Il joue avec les nerfs là, il joue avec la frontière. Il a tilté d'1 kilo, maintenant il est à 29 200. Donc il prend des risques, notre ami allemand. Il prend des risques. Alors, donc en tout cas, il a 30 et 29, hein, si je ne me trompe pas, et on est déjà à 59. Il a 151 kilos à peu près. Alors, On arrive dans ces bourriches plus petites. il ne peut pas avoir 30 kilos dans chaque bourriche, ou alors il serait vraiment très fort. Hop, 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 hop. Là, reste sur place. C'est des gros poissons, ils n'ont pas de mal à soulever le couvercle hein, quand ça s'énerve. Alors, allez, du calme. 29 400. Il frise vraiment. Ouais. Alors, soit c'est un génie, il arrive à faire au pile comme ça, super précis, soit il n'a pas l'habitude du tilt et il ne se rend pas trop bien compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé prend toutes des ses risques. bourriches. Ah d'accord, il a envoyé toutes ses bourriches. Donc, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a eu une question d'un lecteur, enfin d'un internaute qui demandait qu'est-ce qu'il fait s'il a plus suffisamment de bourriches. Bah tant pis pour lui, mais donc là il a dû gérer au maximum ses bourriches. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis 25, 25, 25, Ouais. 25, et puis il en a mis une là, une là, une là, une là. Voilà. Et trop fort Thierry, oui ça c'est sûr. 27 800. Alors, en tout cas on n'est pas loin encore des 30 000. Alors 27 950, encore pas loin des 30 000. Ah non, mais il a une balance dans les mains, ce monsieur là. C'est pas possible parce que là, c'est ça, il doit être bouché. Non, parce que les bouchées, les pesées sont pas toujours très justes. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas des internautes bouchers qui nous suivent si je commence à les critiquer. Alors. Au poissonnier, c'est bon. Ouh là là, attention. Ah non, mais il a que 4 poissons, donc il sait pas tout faire. Ah, il a 4 poissons, donc effectivement, il a 4 poissons. Donc là, on va pouvoir voir, effectivement, même s'il a plus de 30 kilos, là, ça comptera. Alors. Hop là. On a déjà pesé pour lui, je comprends pas trop la question. Attends. 18 Combien 450. 18 450. Donc non, là, ça c'était c'était une toute petite bourriche. C'était sa dernière? Non, il y en a encore une. Il y en a encore une. Ça va être difficile. Je sais pas combien il a là. Je suis un peu perdu. On avait 151 kilos à battre, je crois. Et quelques trucs. C'est sûr. Et là, est-ce qu'il a plus de 4 poissons? Alors, non, 26 650. Ou alors, maintenant c'est l'heure des comptes. Est-ce que c'est plus de 151 et quelque chose? 161 750. Il est en tête.
Christian Baumgartner, 161 kg. Et combien? 51. Voilà, 161 kg. Là, je pense que ça va être dur d'aller le chercher quand même. Donc, Michael Gschwind. Donc, 161 kg pour Christian Baumgartner. Donc, son tilt lui a pas fait trop perdre de points, en tout cas pour l'instant. Fabien Grappe, deuxième, 151 kg. Tu regarderas sur sa station, c'est une station qu'il a fabriquée lui-même. Ah oui, là c'est une station maison. Ah, il y a des bricoleurs. La Dutch Qualitat là. Michael Gschwind. Ouais, si vous regardez, c'est lui qui a fait son panier. Mais, ceci dit, les tout premières stations Rive étaient, je le rappelle quand même, conçues par un grand champion de l'époque qui s'appelait Jean-Claude Ligne, qui avait créé ce cadre en aluminium sur lequel il avait fixé ensuite des casiers. Donc l'idée, c'est pareil, au début c'était un bricolage, bon un sacré bricolage parce que Jean-Claude Ligne c'était quelqu'un qui savait vraiment très bien bricoler. Le bain à la fin de secours, ça, je doute qu'il y ait ça demain, c'est peu probable. Ce genre de tradition, ça ne me va pas du tout. Je n'adhère pas à ce genre de tradition. Le vainqueur, oui, le vainqueur, il faut qu'il aille se baigner, mais pas celui qui fait le compte-rendu. Alors, là, de toute façon, je pense que maintenant, même Nicolas Quenon, il a 12 poissons. Il m'a dit, c'est peut-être 14 poissons, 120 kilos. Ce ne sera pas suffisant. Peut-être la 3e place sur ce secteur. Mais c'est vrai que, bon, on était, les gens qui connaissent bien le coin m'ont dit quand même tous, on est quand même au milieu du secteur et sur cette berge, c'est là où c'est souvent le meilleur. Alors, pour la place de Nicolas, par contre, c'est des très gros poissons, on va le voir tout à l'heure. Donc il y avait possibilité, effectivement, en prenant ces gros poissons, en décrochant peut-être un peu moins, Nicolas. Je vais prendre une baffe si je commence à dire ce genre de choses. Mais là, 161 kg, c'est quand même un sacré score. Mais il bat donc Fabien Grappe, dont je vous ai beaucoup parlé. Mais Christian Baumgartner a fait une fin de manche, la dernière heure visiblement, où il avait vraiment beaucoup de poissons. Ah, Yves se souvient de Jean-Claude Ligne. Ah oui, ça a été Jean-Claude Ligne, ça a été un membre de l'équipe de France, première nationale, un très bon pêcheur. Ah oui, Bob à 19h, Dédé. Mais attention, je vous ai dit 19h, mais j'ai commencé à vous prévenir que peut-être il y aura un petit décalage. Ça va dépendre de Bob. Parce qu'il faut le temps quand même qu'on finisse la pesée, donc elle est relativement longue. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant, parce que je n'ai pas l'heure sur moi. Mais il est déjà 18h24, donc ça veut dire qu'on a encore 2 pesées. On ne va pas finir avant 18h40. Je crois que les gars, ce ne sera pas avant 19h15, 19h30 pour faire Bob. Si je peux, je me mettrai à 19h, mais ne m'en voulez pas si on commence avec un peu de retard, parce que tout simplement, il faut qu'on finisse cette pesée. Je ne vais pas arrêter la pesée. Il faut qu'on s'installe avec Bobnut, qu'on mette un petit peu tout le matériel en place, qu'on recharge les batteries, et puis surtout que Bob, lui, remballe son matériel, qui se prépare. J'avais été un peu optimiste en disant 19h peut-être, en pensant que la pesée serait finie à 6h30, mais en fait ils ont pris plus de poissons que prévu, donc la pesée est un peu plus longue que ce qu'on pouvait imaginer. Donc Virgile, Laurent maintenant ici au B15, et puis ensuite on n'aura plus que la pesée de Nicolas à suivre. Ces fameux flotteurs tétines, absolument. C'était des flotteurs qui avaient été... Alors les flotteurs tétines, si on veut vraiment rentrer dans l'historique, c'était plutôt Gérard Relard, le premier à avoir fait ces fameux flotteurs, le grand champion des années 70, qui a été champion du monde en 1979 d'ailleurs, Gérard Relard, qui avait ces flotteurs tétines en particulier pour pêcher en Seine. Pour pêcher, à l'époque, il y avait beaucoup de gardons et de brèmes et beaucoup de concours, surtout en Seine. Les pêcheurs de la région parisienne, maintenant, il n'y en a plus beaucoup malheureusement.
En tout cas, ils étaient vraiment très performants. Et c'est Gérard Hollard qui avait sorti ses premiers flotteurs tétines avec un haut tout blanc d'ailleurs, pour pouvoir les voir à travers la surface en les équilibrant au maximum. Et ensuite, évidemment, Jean-Claude Ligne lui, les fabriquait et avait réalisé vraiment des magnifiques flotteurs. C'était des vrais petits bijoux. 29 750. Dufis, c'est après Gérard Hollard. Hein. Les flotteurs tétines, sauf s'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui les avait utilisés avant, c'est principalement quand même Gérard Hollard. D'ailleurs, quand il avait gagné le championnat du monde non, il n'avait pas gagné le championnat du monde. Là, c'était le championnat en Suisse en 84. Il avait gagné son secteur. Je m'en souviens très bien, en pêchant sous un pont des Vendoises, dans une petite rivière en fait. Et il pêchait justement avec ces fameux flotteurs tétines, quasiment noyés. Hein. Il noyait presque la totalité de l'antenne. Et il se fiait seulement à la couleur blanche du haut du flotteur pour déceler les touches. En fait, dès que le flotteur plongeait, en fait, la couleur blanche disparaissait, il ferrait. Donc il ne regardait pas trop. Hébert aussi, évidemment, a utilisé ces flotteurs tétines. Hébert, Manzière, Eulard, tout ça, c'est des grands noms de la pêche. Déjà, Gérard Hollard continue à pêcher d'ailleurs. J'ai vu qu'il faisait des championnats au feeder, enfin, ou au kiver, comme vous voulez. Donc il a, je crois, autour de 80 ans, et il est toujours bon pied, bon oeil, le Gérard, et il est toujours à la pêche. Pêcheur, d'un jour, pêcheur toujours, comme on dit. Alors, on va se faufiler par là, et on va suivre la dernière pesée, qui est celle donc de Nicolas Quénon. Alors, Nicolas Quénon, notre ami belge, notre auteur, la star des réseaux sociaux. Alors, il a 14 poissons, mais que des gros. Donc là, je vais me basculer par ici pour vous montrer ça un peu mieux. Alors, une première bourriche pour Nicolas. Voilà. Il y a des photographes, hein, ça attire toujours un peu de monde, c'est un peu de spectacle. Les poissons. Alors. 23 300, première pesée. Il en garde quelques-unes pour faire des photos. Alors évidemment, on arrose les poissons pour pas qu'ils aient de problème. Vous voyez que ici, c'est des beaux poissons quand même. Ah, il va nous faire. Ah, voilà. Nicolas. Oh là là, là ça bouge. Gros poisson. Oui, Dufis en fabriquait aussi. Dufis faisait vraiment des très beaux flotteurs également. En mousse, c'est parmi les premiers à avoir fait des flotteurs en mousse. Avant, on n'avait vraiment que des flotteurs balsa. Ah bon, tout ça c'est une autre histoire. Là, on est sur une pêche de carpe. Hein. À l'époque, on pêchait pas les carpes. Quand on en piquait une, en général, ça se terminait par une casse. Il faut dire qu'on avait une crosse roubaisienne avec un bout d'élastique de 20-25 cm au bout. Hein. Même s'il était un peu torsadé, ça faisait pas long feu si vous piquiez une carpe comme ça. C'est pour ça que, franchement, quand on compare l'évolution de la pêche au cou, c'est assez incroyable ce qui s'est passé sur ces 15-20 dernières années. Le matériel a évolué de manière absolument fantastique. Et alors, c'est parti pour la deuxième bourriche de Nicolas. Donc l'évolution, je disais, du matériel de pêche au cou est assez incroyable. Hein. D'abord par l'invention du sion droit, l'élastique intérieur, puisque avant la crosse roubaisienne, on avait un élastique extérieur, hein, donc c'était gênant, c'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup d'élastique, parce que forcément il y avait la prise au vent, ça nuisait au contrôle de ligne, enfin bon, c'était pas très pratique. Ensuite, on a eu effectivement l'élastique intérieur, puis l'élastique creux, les kits stripa, la coupelle surtout qui a révolutionné la pêche au cou. Enfin bon, on pourrait refaire toute l'histoire ces 30 dernières années sur la pêche au cou, il y a beaucoup de choses à dire. Ça a beaucoup évolué quand même. Alors,
encore une petite photo. Ah, il aime bien les photos. Voilà, ça c'est des poissons typiques et de la patte, hein, du gros spécimen. Ils sont pas d'accord, vous voyez qu'elles ont bien la forme. Hein. Il a un peu de mal. Swing tip et kiver tip. Le kiver a pris le dessus sur le swing tip, c'est évident. Bon, le swing tip, c'est une pêche que j'appréciais vraiment particulièrement, qui à mon avis a été complètement délaissée par erreur, en tout cas pour les pêcheurs de loisirs, parce que c'est une pêche sympa, la touche est quand même plus agréable à voir que celle qu'on peut avoir au kiver. On est face à l'eau. Et puis c'est une technique, enfin, c'est un indicateur de touche qui est vraiment très efficace quand on pêche en particulier les grosses brèmes, qu'il ne faut pas ferrer trop tôt et qu'il ne faut pas pêcher avec des lignes trop tendues. Le swing tip permettait d'avoir une ligne moins tendue et d'avoir moins de résistance à la touche, donc c'était particulièrement efficace sur les pêches de grosses brèmes d'ailleurs. Il aime bien faire le spectacle, hein, ça il aime bien, hein, le Nicolas. Pas tous les Nicolas comme ça, hein. C'est les Nicolas belges. Les Nicolas français, ils sont plus sobres. Il ne boit pas une bière, celui-ci. Ah Dédé, ça fait plaisir de te voir. Je vois que tu es en ligne. Un salut à toi. Champion de France de pêche au moulinet, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pêche à l'anglaise. Avec un certain Jean-François Darnay, souvent. Alors. Il reste encore une bourriche et puis on aura fini cette longue pesée du secteur B. Donc où ce sera, je rappelle, Christian Baumgartner qui va l'emporter avec 161 kg devant Fabien Grappe à 151 kg et je pense que Nicolas devrait être troisième de ce secteur. Alors c'est trop pour espérer, je pense, terminé sur le podium à l'issue des 2 manches. En tout cas, il s'est bien bagarré. Il a perdu un peu trop de poissons à la patte. Hein. C'est un peu difficile. Et où le Jean-François? Là, il est pas dispo. Il est en vacances. Salut Eric. Donc, je m'occupe de tout seul. Pour l'instant, ça fonctionne. On ne pourra pas vous faire un débriefing. C'est pareil. Le débriefing pour le championnat du monde féminin dans 15 jours à Gravelines. Je le ferai en compagnie de Romain Foiratier et Nicolas Quénon. On fera les championnats du monde feeder en Belgique. Donc en plus, il pourra nous aider à interviewer des Flamands parce que moi et le flamand, ça fait 2. Hein. C'est comme l'allemand. L'anglais, ça va, mais le reste, merci. Bon, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse parce qu'il faut que je me dépêche d'essayer de choper Bob Nudd. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'espère 19h, mais j'y crois pas trop. Plutôt 19h15, 19h30. De toute façon, on restera à vous attendre si vous mettez un petit peu plus de temps à arriver. Allez, à tout à l'heure.